Merci de votre fidélité sur CNews. Place à présent au grand débat des voix de l'info. Et tout d'abord, bien sûr, les hommages multiples de toutes parts pour un immortel, Jean d'Ormesson, la passion d'exister jusqu'à la fin, jusqu'à l'âge de 92 ans. Plus qu'un écrivain, il incarnait un destin français. Et comme l'écrit si bien son ami et complice, l'académicien Jean-Marie Roy, dans son livre Ses amis qui enchantent la vie, voici ce qu'il dit. Aristocrate mais républicain, de droite mais attiré par la gauche, écrivain mais lorgnant sur la politique. Privilégié mais ayant perdu un château historique, il réconcilie les Français avec leurs contradictions. On va bien évidemment en parler ce soir et revoir ou voir des extraits tantôt joyeux et tantôt émouvants. Dans l'actualité également, tout autre chose, de nombreux sujets et questions à poser à l'invité politique ce soir. Avec nous tout à l'heure, Stéphane Le Foll, ancien ministre et actuel député PS de la Sarthe. Pour tout cela, vos réactions avec le hashtag Les Voix de l'Info. Et d'abord, la passion d'exister, celle d'un conciliateur né, Jean d'Ormesson. Un esprit iconoclaste, un esprit à la fois de son temps et en avance sur son temps. L'incarnation aussi de l'esprit français avec l'œil si bleu et son air à jamais espiègle, comme tous les jours. Je suis entourée pour les débats des Voix de l'Info qui m'accompagnent. Aujourd'hui sont avec moi François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles et également membre de l'Institut. Pour l'opinion et l'attachement, c'est important, à Jean d'Ormesson des Français, Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP, vous nous parlerez de ce lien si particulier. Anne-Claire Ruel, vous êtes spécialiste en communication. Avec vous, nous verrons aussi toutes les réactions, notamment politiques et pas seulement, depuis ce matin. On accueille avec nous Vincent Trémollet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes rédacteur en chef au Figaro. Le Figaro qu'a si bien connu Jean d'Ormesson, il en était une figure tutélaire. À vos côtés, Joël Doronnet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, merci d'être là. Vous êtes scientifique, célèbre prospectiviste et vous avez été inspiré par Jean d'Ormesson. Pour vous, il était un philosophe de la vie et vous nous expliquerez tout cela. Mais tout d'abord, Madame, Messieurs, avant d'évoquer ce qu'il incarnait, quand on voit d'abord tous ces hommages et surtout ceux des citoyens, c'est peut-être le plus important, les anonymes notamment sur les réseaux sociaux, on se rend compte avec encore plus d'acuité, Vincent Trémollet aujourd'hui, du lien avec les Français. Jean d'Ormesson, c'était vraiment un destin français et un lien continu avec tout le monde, avec les gens. C'est ce que l'on découvre, ou ce que l'on vérifie quand on le savait déjà. Dans l'interview que Fabrice Lucchini nous a donnée et qu'on publie demain dans le Figaro, il dit que c'est une immense personnalité populaire qui allait très au-delà de l'écrivain qui plaît au club des poètes et qu'il plaît à la droite, à la gauche, aux cultureux comme aux incultes et que tout le monde a un lien avec lui, alors parfois par ses livres, parfois par certaines émissions qu'ils ont vues, certains qui l'ont rencontré. Il était très accessible aussi quand il rencontrait son public. Donc oui, c'est un peu de notre pays qui disparaît, c'est aussi une histoire. C'est une famille, c'est un art de vivre, c'est une conversation, c'est une langue, c'est un regard. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui s'estompent avec ce départ. Et bon, on essaye de ne pas être triste parce que la tristesse n'était pas son genre, mais il va nous manquer. Ça, c'est sûr. François Dorcival, c'est quand même rare pour un écrivain de rentrer, pas seulement dans les bibliothèques, mais dans les cœurs. C'est ce qui est plus difficile, et d'y rester. Le seul mot que Vincent n'a pas prononcé, parce que j'aurais repris tous les siens, c'est le mot charme. Jean d'Ormesson avait un charme indéfini. Il avait un art de la séduction qui s'adressait à tous. Et avec la séduction, la générosité. Et au fond, toute sa vie, il a été la jeunesse du cœur. Et c'est probablement cela que le public, des lecteurs et de ceux qui ne sont pas lecteurs mais qui l'ont écouté, qui l'ont vu dans tant d'émissions de télévision, ont retenu de lui le charme à travers sa chemise blanche et sa cravate bleue évidemment, mais le personnage qu'il n'a pas cessé d'être parmi nous. Joël Doronnet, vous parlez de lui comme d'un philosophe de la vie et de l'univers et vous avez cité tout à l'heure sur les réseaux sociaux l'un de ses livres, Le Guide des égarés, où vous dites qu'il dépasse avec ces mots simples la vision de métaphysicien sur le néant, la vie et la mort. Absolument, le charme mais aussi la profondeur. Comment des scientifiques comme moi, qui ont cherché à répondre aux questions d'où venons-nous, où allons-nous, se sont orientés vers Spinoza, vers Bergson, vers Kant, vers Husserl, Heidegger, trouvent dans Jean d'Ormesson autant de profondeur dans ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un philosophe de la vie, un philosophe de l'univers qui pose des questions simples et qui emploie des mots de romancier. Et il le disait lui-même dans ce livre extraordinaire qui s'appelle « Comme un chant d'espérance ». Au début de ce livre, il dit « Je vais faire comme l'a promis Flaubert, je vais écrire sur rien ».
Flaubert a dit un roman doit être sur rien, parce que c'est le style du romancier et les mots qui évoquent dans l'imagination des gens l'histoire qu'on devrait raconter. Il va se raconter une histoire. Et rien pour moi, dit d'Ormesson, c'est le néant, c'est le tout, c'est Dieu, c'est-à-dire tout ce qui existe et n'existe pas en même temps. Et quel que soit Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, il reste la question. Et il pose vraiment des questions avec des mots de romancier que nous nous posons tous. Et dans ce livre aussi, Le Guide des égarés, il suffit de regarder la table des matières, l'angoisse, le secret, l'énigme, le mystère, les nombres, la science, l'espace, l'air, l'eau, la lumière, l'amour, l'envie, la jalousie, la confiance. Il fait réfléchir, c'est un mot banal à dire, mais quand on lit Jean d'Ormesson, ça nous fait réfléchir. Moi, comme scientifique, ça me fait réfléchir profondément, et je le disais mieux que certains métaphysiciens qui ont souvent des phrases toutes faites pour leurs collègues, pour la communauté des philosophes et des métaphysiciens. Lui, il en est au dehors, il est au-delà d'eux. Mais c'est quand même important de le rappeler parce qu'il peut être réduit à un personnage superficiel et frivole. C'est un personnage d'une très grande profondeur. L'écrivain du bonheur, alors qu'il a inventé une espèce de forme littéraire qui serait le roman autobiographique et métaphysique, dans lequel il mettait toute sa méditation, et cette méditation est très riche parce qu'il était passionné par l'astrophysique, donc il lisait beaucoup, et en même temps il était passionné parce que la science n'a pas saisi, n'est pas parvenue à saisir, et c'était ça la question de Dieu pour lui. Mais comme il était délicat et fin, il le faisait sans jamais être pédant. Et donc, on l'a parfois réduit simplement à son art de la conversation. Mais quand on sait être très léger, on sait être très profond aussi. Il dit ni mathématicien, ni physicien, ni astronome. Peu doué pour les sciences et pour l'art, j'ai toujours aimé la lumière. Et en bas de cette page extraordinaire, il dit la lumière, moins cruelle que le temps, plus tendre, a toujours révélé pour moi un murmure de quelque chose de Dieu. Et ce qui est formidable et émouvant, c'est que vous le citez ainsi par cœur. Et ce qui est très intéressant, Joël Dorné, parce que vous êtes prospectiviste, vous vous intéressez à l'avenir. Et Jean d'Ormesson n'était pas un nostalgique, ne l'a jamais été. Il pensait toujours à l'après. Alors l'après, ça peut être aussi la mort. On va écouter un extrait justement. C'était sur Canal+, lors de l'émission 21 cm, où il parlait de la suite, de la mort. On l'écoute. Si on vous proposait de tout recommencer, qu'est-ce que vous diriez ? Je refuserais. J'ai beaucoup aimé la vie, mais ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'elle s'achève. Heureusement, nous mourrons. Le monde est beau parce qu'il s'achève. C'est l'immortel qui dit ça ? L'immortalité, c'est un cauchemar. Vous êtes immortel, vous êtes académicien. Vous connaissez le mot de Cocteau, nous sommes immortels. Pour la durée de notre vie, après nous nous changeons en fauteuil. L'humour, toujours, et la pensée profonde. La dernière phrase de Jacques Monod, qui connaissait bien Jean d'Ormesson, sur son lit de mort, qui est d'ailleurs le titre de mon dernier livre, « Je cherche à comprendre ». Jacques Monod a fermé les yeux, sa famille m'a raconté, il les a rouverts, il a dit « Je cherche à comprendre » et il est mort. Ça veut dire « J'ai cherché à comprendre toute ma vie, et je cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ». Et dans le petit livre que Joël Dorné vient de citer, Le Guide des égarés, à propos du temps, Jean d'Ormesson cite Ronsard. « Le temps s'en va, madame, mais le temps est là. Nous nous en allons. » Nous nous en allons, mais nous restons dans les cœurs, justement. Frédéric Dabi, alors vous ne testez pas dans les sondages et les enquêtes les personnalités, mais il y a des personnalités qui sont hors normes, qui dépassent tout, qui éclatent tous les cadres, et c'est un lien continu. Oui, c'est un lien de plus de 40 ans. Il était quand même testé dans le top 50 des personnalités. Il a été entre la 40 et la 50e place, entre 2010 et 2012-2013. C'est vrai qu'il y a eu deux périodes pour Jean d'Ormesson. C'était quelqu'un d'engagé à droite, et dans un moment où le clivage de droite était extrêmement fort, il avait une personnalité relativement clivé. Et puis, il a séduit les gens de gauche, si je puis dire, par son esprit, par son humour, et alors même qu'il a soutenu ouvertement tous les candidats de droite à l'élection présidentielle, c'est avec François Mitterrand qu'il a tissé un lien particulier. On parlait tout à l'heure du fameux débat dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, quelques jours avant le référendum de Maastricht, où il propose, avec une malice infinie, à François Mitterrand d'annoncer sa démission de la présidence de la République pour être sûr de faire gagner le oui. On se souvient que le dernier rendez-vous officiel de François Mitterrand, le jour de la passation de pouvoir avec Jacques Chirac, c'était lors d'un petit déjeuner avec Jean d'Ormesson. Puis il a même fini par incarner François Mitterrand dans un film absolument formidable qui s'appelait Les Saveurs du Palais. Et d'ailleurs,
quand François Mitterrand fait l'éloge funèbre de Pierre Bérégovoy, il finit sa péroraison par la phrase que vous avez citée, M. de René, je cherche à comprendre. Il y a un lien qui s'est vraiment installé très fortement entre les Français et lui et qui a fini par faire tomber toutes les barrières idéologiques ou partisanes. Oui, cela dit, ils avaient un point en commun formidable, c'était le goût des livres. Et des arbres. Livres et des arbres. Et ça rapproche beaucoup quand ce sont des C'est la grands preuve hommes, que quand femmes de la lettres. France est une nation littéraire, un certain nombre de personnes qui ne devraient pas se parler peuvent se retrouver. Et cet extraordinaire petit déjeuner où donc François Mitterrand appelle Jean d'Ormesson en disant « Passez demain à l'Élysée ». Jean d'Ormesson lui dit « Mais il me semble que vous avez quelque chose à faire ». Et il lui dit « La passation de pouvoir est à 9h, venez à 2h, est à 11h, venez à 9h, nous aurons 2 heures pour discuter, ce sera largement suffisant ». Et donc il passe 2 heures à parler de littérature avant de... D'ailleurs, avant de devenir l'une des plumes du FIGMAG, l'académicien a dirigé, évidemment, on le sait, le grand quotidien de la droite française, c'était entre 1900... Plus que dirigé, il l'a incarné. Il l'a incarné, pardonnez-moi, vous avez raison, entre 74 parce que et 67. nous, quand on va dans des dîners ou quand on rencontre les gens, ils nous disent « Vous êtes au Figaro, donc vous voyez Jean d'Ormesson ». Alors, au début, on leur dit que non. Et puis après, on les déçoit tellement qu'on n'ose plus leur dire que non, parce que pour eux, le directeur du Figaro éternel, c'est Jean d'Ormesson. Et évidemment, les lecteurs se souviennent et témoignent. Voilà. Et puis, il a continué à écrire jusqu'à il y a 3 semaines, et puis dans les pages débat opinion dont je m'occupe. Et vous parliez tout à l'heure de nostalgie. Il n'était pas nostalgique dans le sens mortifère du terme, mais il avait le goût de la reviviscence. Et le dernier papier qu'il nous envoyait était une réflexion sur Ulysse, et notamment le retour d'Ulysse, le fait qu'Ulysse était passé au large de Bonifacio. Et il y avait dans cette réflexion une très grande méditation aussi sur la Grèce, la mer, la littérature, qui montrait qu'il pouvait aller dans le passé pour y retrouver des ressources. Et il y a beaucoup de ces titres qui sont à l'imparfait quand même. Donc c'est un nostalgique fécond, nous allons dire. Ce qui est étonnant aussi, c'est son dialogue avec les astrophysiciens les plus modernes. Ils aimaient le recevoir et discuter avec lui. Par exemple, on a parlé ensemble, moi je ne suis pas astrophysicien du tout, je suis biologiste, mais on parlait des multivers. Les multivers, c'est l'idée qu'il n'y a pas un seul Big Bang qui a donné un seul univers, mais qu'il y a des Big Crunch, des Big Bang en différents endroits et qu'on vit dans un multivers, une sorte de mousse de bière. Il y en a un où on est, il y en a d'autres ailleurs. Et ça, il était parfaitement au courant. Non seulement il était au courant, il avait son interprétation de où ça pouvait aller. On va continuer à en parler. Vous allez un petit peu nous montrer le panel, vraiment le paysage, la mosaïque des différentes réactions et hommages à Anne Clériel. Mais d'abord, on va l'écouter une nouvelle fois parce que c'est vrai, il n'était pas nostalgique et il avait une pensée vraiment très aiguë sur notre époque. On l'écoute encore une fois sur Canal+ il y a quelque temps. Je me pose toujours cette question. Vous appartenez à quelle époque? Parce que vous dites parfois « je suis un diplodocus ». Je vais vous répondre à quelle époque j'appartiens. Franchement, à la mienne. S'il y a une formule que j'ai refusée, c'est la formule « c'était mieux avant ». Oui. C'était pas mieux avant. Donc je vais donner un coup de pied. Le monde a toujours été magnifique, très gai et sinistre. Quelle époque? La mienne qui vit avec les réseaux sociaux et on voit les hommages de tous. Hein, c'est un homme de lettres, mais de lettres L apostrophe. C'est une nouvelle forme de. C'est un gentilhomme au sens de gentilhomme aussi, la nouvelle noblesse, la noblesse du cœur. On a vraiment c'est un homme de lettres parce que c'est une nouvelle manière d'entrer en contact avec les autres. C'est le lien qui nous définit. Vous savez, c'est l'humour en forme de porte-étendard qui crée des passerelles, que ce soit effectivement avec le monde des astrophysiciens, comme des journalistes, comme des citoyens, comme des politiques, et qui fait qu'en fait, il est vraiment entré dans le cœur des Français, vous l'avez très bien dit. C'est l'homme de la réconciliation. C'est ce qui est revenu beaucoup dans les hommages. Oui, dans les hommages, la réconciliation. Alors l'érudit, effectivement, qui est très accessible, la légèreté profonde, l'homme qui aimait partager son savoir et qui était là aussi auprès des citoyens parce qu'ils le connaissent finalement depuis leur berceau jusqu'à l'âge adulte. Il a traversé notre époque, notamment grâce à évidemment la télévision pour certains de ses passages, au-delà effectivement de l'homme de lettres et de l'écriture. Donc c'est une manière en fait de. Il disait lui-même qu'il était une marque, et je crois que c'est vrai, il a les attributs iconiques des marques qui durent. Il se passionnait aussi beaucoup pour la biologie, comme il savait que je m'intéressais au vieillissement et comment ralentir le vieillissement.
Il me disait un peu la même chose qu'Edgar Morin, à 96 ans, Edgar Morin. Il me disait, ce qui est important, c'est les années qui restent parce qu'elles sont plus rares. Et que tout ce qui est plus rare est plus cher à notre cœur. Oui. Et donc, on est comme un escalier qu'on monte, pas un escalier qu'on descend. Chaque marche a plus de valeur compte tenu de toute l'expérience que nous avons du passé. Il y a aussi cette phrase que j'ai citée du livre « Ses amis qui enchantent la vie ». C'est le livre de c'est son complice, hein, Vincent Trémollet, c'est Jean-Marie Roire, académicien. Je vous l'ai dit de nouveau, aristocrate mais républicain, de droite mais attiré par la gauche, écrivain mais lorgnant sur la politique, privilégié mais ayant perdu un château historique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il réconcilie les Français avec leurs contradictions? Ben oui, parce qu'il y a quand même une alchimie inouïe quand on y réfléchit. C'est-à-dire que c'est une personne d'une très très vieille famille, avec toute la patine que cela donne dans l'art de vivre, dans les relations. Mais cette famille a perdu son château. C'est un normalien qui devient journaliste, il devient patron d'un grand quotidien à 40 ans, il rentre à l'Académie française au même moment. Et tout ce qu'il fait, il le réussit avec énormément de grâce et avec... On ne trouve pas le mot, donc en général on dit ce je ne sais quoi. Lui, il a le je ne sais quoi qui le distingue des autres. Il avait ça. Et c'est vrai qu'on cherche un peu depuis qui nous a quittés, qui pourrait ressembler à cette figure. Et il n'y en a pas qui ont autant de caractéristiques contraires. Oui, d'ailleurs, on pourrait chercher longtemps. Mais attention, François d'Orcival aussi, Jean d'Ormesson, écrivain, admirateur des grands auteurs. Il se montrait souvent, d'ailleurs, sans illusion lui-même sur son œuvre, sa propre œuvre, même s'il attendait qu'on lui dise « mais non, pas du tout, évidemment, c'est une inquiétude permanente. Oui, mais immortel. Immortel, il l'est pourquoi? Il l'est comment? Il l'est parce que d'abord, il s'inscrit dans les fauteuils de l'Académie française, où il est élu donc en 1973 et reçu en 1974. Immortel à travers tout ce qu'il aura écrit, c'est-à-dire toute son œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'un livre? Il dit ce sont des petits objets commodes où se trouvent nos souvenirs. Et ça, on ne peut pas le négliger dans l'attitude qui est la sienne d'être actuel, contemporain et de vivre avec son temps. Il n'empêche. Moi, je trouve que ce qui est passionnant, Joël de René, c'est les passerelles entre les différents domaines, et ces domaines aussi nobles que les sciences, que la littérature, et il était l'incarnation finalement. Mais oui, bien sûr, de ces mondes qui se touchent. Je vais vous lire 3 lignes, vraiment, d'une philosophie très profonde qui font réfléchir. Le temps est la marque de fabrique laissée par Dieu, il était agnostique, sur l'univers. Il naît dans la première fraction infinitésimale de notre longue aventure. Il se jette sur le monde dans l'explosion primordiale à laquelle, pour rire, nous avons donné le nom de Big Bang. Impossible de mieux marquer ce qu'il y a d'immense et de dérisoire dans notre réalité, qui est mouvement et croissance, qui est progrès et déclin. Dès le premier instant, si triomphal, la fin est déjà inscrite. Donc il a à la fois l'humour qu'on avait appelé pour rire le Big Bang et la réflexion profonde philosophique sur la vie. La vie est déjà inscrite, la fin est déjà inscrite dans le début du Big Bang. Agnostique et absolument fidèle à la religion de sa naissance, de sa famille et de son pays. Mais pas au rite et au dogme. Jamais. Alors, sur les rites, c'est très intéressant. Mais les dogmes, non. Parce que, pardon, mais on va être dans les rites, puisqu'il va y avoir une cérémonie aux Invalides, une cérémonie religieuse à Saint-Louis, etc. Les rites, ils posent la question. Je me demande si ce n'est pas dans ce livre ou dans une autre déclaration. Mais les rites, au fond, à quoi ça sert? On peut dire que ça ne sert à rien, puisque ça ne produit rien. Les rites, disait-il, au contraire, ça sert à être beau. Et au fond, ça enseigne la beauté. Et je trouve ce mot sur les rites absolument... Mais c'est quand même la suspension du temps. C'est une des tensions de son existence. Oui. Nous, on a eu la chance de le recevoir, Salgavo, au mois de mai. On avait une longue conversation là-dessus. Et sa question était, qu'est-ce que l'on garde? Oui. Et qu'est-ce que l'on conserve et qu'est-ce que l'on adapte. Et toute son existence était qu'est-ce que l'on conserve et qu'est-ce que l'on adapte pour ne pas trahir ce que l'on est. Et il a réussi à jouer avec ça, la réconciliation dont vous parlez, cette alchimie. Il y est parvenu, lui, vraiment. C'est-à-dire qu'il a traversé l'existence en restant fidèle à ce qu'il était, tout en s'adaptant à un monde qui ne ressemblait en rien à celui de ses 20 ans. Et Vincent Trémollet, peut-être qu'il vous a confié certains de ses articles à publier. Il avait un style qu'on reconnaissait bien, un style énergique, le sens des formules, les croquis, les portraits rapides, bien léchés, bien tournés. Passion de la politique aussi. Passion de la politique. Mais il pouvait admirer, il n'avait pas honte d'admirer. Non. Parce que parfois on se cache d'admirer, de trop admirer quelqu'un. Lui, il pouvait admirer, vraiment. Le mot gentilhomme a été prononcé. Oui. C'est quand même un gentilhomme du grand siècle qui est arrivé jusqu'à nous par miracle, qui nous permet de voir ce que ça pouvait être. Cet alliage de tradition et dans le gentilhomme, il n'y a pas de vanité littéraire.
Donc, il avait le désir que son œuvre, mais il ne montrait jamais de vanité littéraire. Et il avait même une capacité d'autodérision assez exceptionnelle pour quelqu'un qui a publié des livres aussi brillants, qui a eu des succès éditoriaux inouïs. Oui, c'est la marque des grands hommes, des gentilshommes. La proximité, en fait, auprès des Français se nourrit surtout de cette autodérision. Il n'y a pas le sentiment de distance ou de mort. Justement, pour appuyer vos propos, Frédéric Dabi, on va écouter un résumé en fait de personnes croisées dans la rue qui ont réagi à notre micro, qui ont réagi à sa disparition aujourd'hui. C'est une tristesse, bien sûr, mais bon, malheureusement, ça fait partie de la vie. Et comme il dit, une chose surprenante, c'est s'il avait l'occasion de revivre, il ne revivrait pas, parce qu'il a eu une très belle vie. Je ne peux pas dire que ce soit triste, parce que Jean d'Ormesson, quoi qu'il arrive, était quelqu'un qui ne peut en aucun cas susciter la tristesse. C'est un homme qui aimait la vie, et surtout qui était capable de la faire aimer aux autres. Et je crois que c'est un talent suffisamment rare pour expliquer l'émotion que chacun ressent à la nouvelle de cette disparition. Alors on voit cette unanimité des réactions et à l'instant, parce qu'il y a des anonymes, il y a des personnalités, il y a des gens connus, il y a des écrivains, une certaine Tatiana de René qui nous dit « Émouvant de voir mon père scientifique, Joël de René, parler si bien de son ami romancier Jean d'Ormesson ». C'est ça le pont finalement. Voilà, c'est la transmission, fille-père, père-fille. J'ai commencé par dire fille-père parce qu'elle m'apporte beaucoup. Pas seulement c'est vous le père de Tatiana de René, mais aussi parce qu'il m'apporte énormément comme scientifique, en me faisant mieux observer les choses, mieux voir les gens. Alors il y a un point aussi essentiel sur lequel vraiment je voudrais insister, c'est son rapport aux femmes et les femmes à l'Académie française. Vincent Trémollet, François Dorcival et vous tous. Nous sommes en 1980, c'est la première fois qu'une femme devient membre de l'Académie française à 76 ans. Le 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar est élue académicienne et c'est Jean d'Ormesson qui l'a soutenue pour qu'elle rejoigne les Immortels et qui l'a reçue à l'Académie en 1981. Voilà ce qu'il disait sur les femmes à l'Académie française. Être une femme ne suffit toujours pas pour être sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir. C'est quand même un moment très particulier. Il était très fier du rôle qu'il a joué et qui a vraiment été un rôle central. Alors en soi, c'est ça encore mieux que moi, mais pour que Marguerite Yourcenar rentre, il a joué un rôle, je crois, à l'Académie depuis qu'il y est rentré en 1973, assez important, avec des personnalités aussi variées que Paul Morand, Marguerite Yourcenar, Simone Veil, Alain Finkielkraut, pour lequel aussi il avait poussé. Et je crois qu'il était une des figures, oui, on peut dire centrales de l'Académie française. Ah oui, bien sûr. D'abord, il en était le doyen, 43 ans d'élection. Mais bien sûr, vous citez Marguerite Yourcenar parce que c'est la première fois. Simone Veil. Mais il a joué le même rôle pour et auprès de Simone Veil. Bien sûr. Et son hommage à Simone Veil est quelque chose d'absolument sublime, avec les derniers mots « Nous vous aimons, madame ». C'est exceptionnel de tendresse, d'affection et de vérité. Vincent Trémollet, qu'est-ce qu'on va trouver demain dans Le Figaro? Qu'est-ce que, par exemple, un Fabrice Lucchini, qu'est-ce qu'il dit d'un Jean d'Ormesson avec ses mots, avec sa vivacité? Je crois que la formule est comment un aristocrate conservateur peut, avec autant de grâce, appliquer la quintessence de mai 68, c'est-à-dire la jouissance de l'existence. On a aussi un très bel entretien avec Marc Fumaroli, qui était vraiment son grand ami, son frère, qui a préfacé l'édition de la Pléiade de Jean d'Ormesson et qui nous explique en quoi Jean d'Ormesson est un grand écrivain et en quoi La gloire de l'Empire et Au plaisir de Dieu, qui sont ses deux plus grands livres, vont traverser le temps. Pour Marc Fumaroli, ça ne fait pas de doute. Et non, il y aura beaucoup de choses parce qu'il y a 1000 histoires à raconter. On le savait déjà, mais en faisant le journal ce matin, on se disait c'est incroyable, une vie aussi romanesque et aussi riche. Oui, comme Jean d'Ormesson, ce qui me passionne aussi dans l'univers et dans l'absolu, ce sont les dieux de Spinoza et le dieu d'Einstein. Ils ne sont pas des dieux rituels et dogmatiques dans les nuages avec une grande barbe. Pour Spinoza, c'est l'unité de la nature. Pour Einstein, c'est une religion cosmique tenant en toutes choses, de partout, l'unité naturelle, personnelle et spirituelle. Et cette phrase, je termine par ça, de Jean est extraordinaire. Dieu est invraisemblable, mais il n'est pas plus invraisemblable que cet univers qui nous paraît si évident et qui n'en finit pas de me remplir de stupeur et d'admiration. Qu'il existe, comme on dit, ou qu'il n'existe pas, loin au-dessus et pourtant tout proche de chacun d'entre nous et d'un univers en sursis où ne règne rien d'autre au loin qu'une mort qui finira bien par détruire tout ce qui aura existé, Dieu absent et présent
est notre unique espérance. Et alors, ce qui est très très drôle, on n'ajoute c'est rien après ça. on ne parle pas de Dieu, on s'adresse. Oui, oui, oui. Dans les En tout cas, on peut remarquer... Et ce que je puis dire, c'est que oui. Vincent vient de citer Fabrice Lucchini et tout le travail qui a été fait par le Figaro pour son édition de demain, c'est-à-dire tous les témoignages. Et nous-mêmes, dans Valeurs Actuelles, nous allons publier 2 interviews que Jean d'Ormesson nous a données, notamment la dernière. Évidemment. Et on peut toujours constater, et je vous pose la question à tous pour conclure, que quand on parle de lui, même en ce jour triste, nous ne le sommes pas, parce que... Non, il n'aurait pas voulu. Oui, il n'aurait pas voulu. Oui, parce que c'est une vie et un destin français. Et Fabrice Lucchini dit aussi, un Jean d'Ormesson qui ne vit pas, ça n'existe pas. Et on a du mal à le réaliser. Vous avez remarqué que c'est de lui, il est immortel. nous tous, c'est l'émotion. Oui. Vraiment, c'est l'émotion. C'était quelqu'un qui savait parler à notre émotion, pas seulement à notre intellect. Il faisait les deux. C'est ça qui Il est était dans les extraordinaire. cœurs. Merci pour cet hommage, pour celui qui incarnait, qui continuera donc longtemps à incarner l'esprit français dans les mémoires et les cœurs. Les hommages, on vous l'a dit, viennent de toutes parts, y compris des responsables politiques, le président Macron, ses prédécesseurs, des ministres, des anciens ministres, comme notre invité d'ailleurs dans quelques instants. C'est l'ancien ministre et actuel député PS de la Sarthe, Stéphane Le Foll. Il sera avec nous, interview à suivre. Mais d'abord, un extrait, on ne s'en lasse pas, de Jean d'Ormesson qui parle cette fois-ci de politique. Pourquoi vous n'avez jamais fait de politique? À jamais. Ça, Et pourquoi? Le spectacle de la politique. Et en ce moment, je suis gâté. En ce moment, c'est un festival. La politique m'a toujours passionné, mais l'idée de faire de la politique, c'est impossible pour une raison très simple. J'ai peut-être un défaut, c'est que je suis très influençable. Donc vous auriez changé de camp Mais et comment vous auriez été forcé de virer de bord. Je suis toujours du camp de mon adversaire. Je suis toujours convaincu par mon adversaire. Alors ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes plutôt macronien ou mélenchoniste? C'est votre ami? Mélenchon est un ami que j'admire et que j'aime beaucoup. Nous sommes très loin l'un de l'autre, mais je trouve que c'est un homme remarquable, très intelligent, très instruit. Quand j'ai été voté l'autre jour aux primaires de la droite, la présidente du truc m'a dit « Ah, monsieur d'Ormesson, vous venez voter pour monsieur Mélenchon ?» Voilà pour cet extrait et cet hommage, et évidemment tellement d'extraits qu'on pourrait vous diffuser. On a choisi celui-là. Pourquoi? Parce qu'on va parler quand même de politique avec notre invité. C'est l'invité politique du jour, ancien ministre, actuel député socialiste de la Sarthe, Stéphane Le Foll. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Interview à suivre. Je suis toujours avec les Voix de l'Info qui vous poseront également quelques questions. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Anne-Claire Ruel, professeure et spécialiste en communication. Et puis Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Évidemment, vous avez rendu hommage à Jean d'Ormesson comme nous tous via un tweet. Je vous cite, vous dites une voix délicieuse, un talent français et un goût immortel pour le bonheur. Le bonheur justement, est-ce que ça devrait ne pas être seulement le monopole des écrivains? Est-ce que les responsables politiques devraient aussi parler, oui, du bonheur, le bonheur intérieur brut? Le bonheur intérieur brut. Ça a été défini, il y a des économistes qui ont essayé de calculer, mais difficile. Le bonheur, bien sûr, ce qui est frappant dans cette vie de Jean d'Ormesson, c'est de l'avoir comme ça, comment dirais-je, avalé avec une telle énergie jusqu'au bout. C'est formidable, c'est une vie magnifique. Alors après, c'est un homme de culture, on l'a dit, c'était un homme malicieux, on le sait. C'était un homme aussi qui avait beaucoup d'urbanité. Tout à l'heure, au maquillage, j'avais quelqu'un qui me maquillait, qui me disait qu'elle avait des souvenirs de Jean d'Ormesson magnifiques parce qu'il était toujours délicieux. Donc voilà, une forme de manière de vivre qui est un exemple. Alors c'est pas toujours facile à suivre parce qu'on a des contraintes qui ne sont pas toujours les mêmes que celles qu'avait Jean d'Ormesson. Et qui avait un regard sur la politique assez particulier, mais finalement, que ce soit à la droite, la gauche, enfin, les différents bords politiques... Il avait cette capacité à pouvoir être et de regarder droite la chose et publique. de gauche, tout en étant de droite. Et vous avez cité Ça rappelle d'ailleurs un peu peut-être une situation qu'on connaît. Parlons de politique justement, parce que vous avez parlé d'énergie tout à l'heure. Il faut en avoir de l'énergie, Stéphane Le Foll, pour avoir envie de se lancer prochainement comme vous à l'assaut de ce qui reste du Parti socialiste. Oh oui, moi j'ai de l'énergie, j'en ai eu, et j'en ai encore. Après, on le fait avec le sens aussi d'une responsabilité par rapport à l'histoire, d'idées,
d'un parti qui les a représentés, qui a besoin de se renouveler, de se repenser, de réfléchir à nouveau à ce qu'il est et ce qu'il doit être dans ce moment très particulier, très spécifique. Donc c'est une énergie qui vient aussi, je le dis, de ce sens de la responsabilité qui devrait animer à peu près la plupart de tous les responsables. Ce n'est pas le cas aujourd'hui chez les socialistes. Toujours. Parce que vouloir prendre la tête du Parti socialiste, pardonnez-moi, c'est un petit peu comme vouloir prendre la tête d'une maison presque vide, hantée. Hantée. Il y a pas mal de fantômes qui s'y promènent. Il y a peut-être des fantômes, oui, comme vous le dites. J'en sais rien. Je sais aussi quelle est la maison, une vieille maison, comme le disait Blum, avec des hommes et des femmes qui ont été aussi porteurs d'idées, de réformes, de grandes mesures, d'avancées sociales, de progrès, de justice. Et ceux-là sont partis, est-ce c'est pas hanté, c'est au contraire une belle maison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un peu en difficulté. Est-ce que vous êtes prêt à plonger aussi de nouveau dans la bataille des égos, dans la guerre des personnalités? Non, j'essaye de me dire que par rapport à ça, on en a vécu, de ces batailles d'égos. Et là, ça serait le pire, puisque dans la situation dans laquelle on se trouve, il faut essayer plutôt de se poser ensemble des questions et d'apporter des solutions et des réponses. Vous croyez qu'il n'y aura pas de bataille d'ego et de personnalité? Il y en aura toujours, quand même. bien sûr, mais il faut laisser à ceux qui ont envie de cette bataille le soin de la mener. Et puis il faut essayer de se discipliner, pour ce qui me concerne, et d'essayer d'apporter, je vous l'ai dit, à la fois une réflexion, des questions et des réponses à ce qu'on a eu comme résultat, à ce qui s'est passé et à ce qu'on doit faire maintenant pour pouvoir se projeter. Voilà, c'est ce qui m'a conduit à écrire un texte. Et puis après, on va regarder tout ça et prendre le temps. Donc ça y est, vous êtes sur le chemin. Moi, je l'ai dit, je suis à un chemin sur lequel je me suis engagé parce que je ne veux pas laisser le Parti socialiste sans justement l'obliger, et c'est ses militants en fait, s'obliger à bien réfléchir à ce qui nous est arrivé, à bien se poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses. Les bonnes questions justement et les bonnes réponses, c'est aussi être au contact du quotidien, au contact des préoccupations des citoyens. Je dis cela, Stéphane Le Foll, car vos propos sur les nouvelles règles de remboursement des frais de mandat ont choqué, ont suscité vraiment beaucoup de réactions. Vous avez dit, je vais le résumer, que vous n'allez pas vous trimballer avec les factures pour vous justifier de tout. Vous faites une erreur. J'ai pas dit je ne vais pas me trimballer. Oui, je vais me trimballer. Faites l'exégèse, mais vos propos c'est très important parce que ce que j'ai reçu et ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est l'idée justement que je ne voulais pas. Mais moi, j'ai toujours et depuis longtemps respecté toutes les règles et toutes les lois. Ça a été à chaque fois un engagement et une responsabilité que... Lorsque j'ai été ministre, je l'ai fait aussi avec loyauté, toujours. Et c'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que quel était l'objectif? L'objectif, c'est de contrôler des dépenses des députés pour éviter que des députés dépensent en dehors du cadre qui est fixé. Donc, c'est pas simplement la règle d'avoir des tickets dans sa poche qui compte. C'est comment on contrôle. Je m'aperçois d'ailleurs qu'après avoir dit ce que j'ai dit hier dimanche, puisque c'était dimanche, la déontologue de l'Assemblée dit elle-même que, tel que c'est parti, pour le contrôle, on va avoir des difficultés. Stéphane Le Foll, bien sûr. Bon, attendez. donc... Mais vous comprenez que ça a choqué. Il y a eu un moment presque, pardonnez-moi, de désinvolture. On se demandait, mais où est-ce qu'ils vivent, ces responsables politiques? Parce que nous-mêmes, les citoyens, tout le monde, on est contraints, évidemment, de ces justifications. Alors, je vais rappeler à tous ceux qui se posent la question. Mon parcours. 1983, première fois que je suis élu, dans un village de combien? 256 habitants. Jamais, à cette époque-là, j'aurais pu imaginer être ici, à CNews. Je regardais plutôt la télé, à l'époque. Et je regardais les hommes et les femmes politiques. Moi, bénévole, pendant 12 ans, d'un conseil municipal d'un village de 256 habitants. La vraie vie. Mais j'ai joué au foot pendant 35 ans. J'ai été dans tous les endroits qui sont ceux... Mais comprenez que très bien. Ça peut mais je comprends. Quand même une partie des Français de voir qu'il y a une forme de déconnexion quand même. Il faut le dire. Non, il ne faut pas le dire. Mais c'est quoi la déconnexion? Moi, j'habite, vous savez où? Dans le quartier des Rifaudières au Mans aujourd'hui. C'est quoi le quartier des Rifaudières? C'est l'ancien quartier des ouvriers de Renault. Et j'ai pas changé. Ça fait depuis 1996 que j'y suis. Et avant, j'étais rue Henri Barbin. Et puis avant, j'étais à Lognes, dans le canton de Loué. Mais l'idée que... Parce que j'ai dit qu'on allait se trimballer avec des... Alors que le contrôle est l'essentiel. La loi de moralisation ou la confiance dans les hommes politiques, c'est de savoir si ce qu'ils font, on peut le contrôler et qu'ils ne dévient pas. Quand je vois que tout ça est parti d'emplois fictifs qui ont duré pas 1 an, pas 2 ans, 10, 12, 15 ans.
Où était le contrôle? Mais Nulle vous part. dites la transparence, oui, la suspicion. Ah non, ah ben la preuve. Ah oui, alors- Et ça, alors là, je peux vous dire que ça touche une corde La sensible. frontière est ténue. Eh ben, la frontière est ténue, mais elle est ténue, c'est une partie de l'honneur de chacun. Que de voir des gens qui se mettent à douter que quelqu'un comme moi pourrait avoir des tentations d'aller bricoler et bidouiller, si vous croyez que ça me fait plaisir, ça ne me fait pas plaisir. Mais vos propos ont été mal interprétés, en Je tout cas ont été mal choqué. interprété. Je l'ai Ils ont dit parce choqué. qu'il s'est trouvé qu'en plus, le vendredi, j'avais été, et je l'ai raconté, grosse erreur, puisque je mets ma carte, je prends pas le ticket, je m'en vais, et je me dis moi-même, et c'est pour ça qu'après, je le répète, qu'est-ce que c'est que tout ça? On va récupérer des billets, des tickets partout, je vais en oublier la moitié, et qu'est-ce qu'on va me dire à la fin? Et est-ce que c'est ça qui est l'enjeu? Franchement, que ceux qui jettent la pierre aujourd'hui, ils réfléchissent. Alors après, j'ai parfaitement compris, hein, je garde mes tickets, c'est bien ce que j'ai dit, c'est pas que je ne voulais pas, mais je me trimballerai avec mes Vous croyez tickets. que c'est une et je l'ai petite fait. polémique, François Dorcival? Quel est votre avis? Une question peut-être à Stéphane Le Foll, que ce genre de, non pas de propos, en tout cas de situation choque encore. C'est une polémique fabriquée, c'est une polémique qui n'a vraiment aucun sens, d'autant que tout ça part de cette histoire des notes de frais à laquelle je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance. Oui, mais et surtout Frédéric la Dabi, fameuse transparence. Dans l'opinion et les enquêtes, qu'en est-il? Oui, mais quand même, je pense que c'est vraiment, ça relève de, en fait, la polémique, ça ne va pas imprimer dans, en fait, l'opinion. Quand on travaille sur l'image de Stéphane Le Foll, il y a plutôt l'image de la cohérence, de la loyauté. Il est resté 5 ans avec François Hollande, mais Et de la fidélité. en Et donc, du coup, voilà. négatif, il est associé, si je puis dire, à ces 5 années qui ont mal été vécues par les Français. Et je répète, et je rappelle que je suis dans une circonscription, la Sarthe, une 4e circonscription, Joël Le Teul, François Fillon, Marc Joulot, depuis 1958 à droite, je la gagne en 2012. Je suis ministre de l'Agriculture, on ne va pas se rappeler ici les crises que j'ai traversées, et c'est les agriculteurs qui les ont traversées d'abord. Je suis porte-parole du gouvernement, d'un gouvernement, je ne vais pas rappeler ce que disait le sondeur tout de suite, mais on peut imaginer, et proche de François Hollande. Bon, voilà. Donc ça faisait beaucoup de handicap pour les Restez encore législatives. un exemple de la vie quotidienne, Stéphane Foll. Dimanche, comme des milliers d'usagers, je crois, vous êtes resté bloqué à la gare Montparnasse. J'ai vu circuler des images sans information, sans savoir quoi faire comme tout le monde. Qu'est-ce que l'usager, et non pas le responsable politique, qu'est-ce que l'usager, Stéphane Foll, a pensé à ce moment-là de la SNCF? Alors l'usager, il prend le TGV depuis 1991. Et en seconde, même quand j'étais ministre. Donc je connais, l'usager, il est un habitué. Je le dis de manière très claire, depuis que je prends le TGV Le Mans-Paris, il y a eu depuis une dizaine d'années une véritable dégradation sur la ponctualité. C'est très clair. Là, mais alors tranquillement, c'est le constat de l'usager, hors homme politique, et c'est les 500 personnes qui prennent le TGV au Mans, aujourd'hui, vous le disent. Et puis là, il est arrivé, alors, pour le coup, encore quelque chose de plus titanesque, puisque, étant arrivé, on voit souvent retard, 20 minutes, bon, bah, on prend, et on va faire un petit tour et prendre un café, justement. Avec une fiche. Et surtout garder le ticket. Et je garde le ticket, vous inquiétez pas, et je me paye des cafés aussi, il n'y a pas de problème, et des bières et des demi, tant que vous voulez. Mais là, je reviens et j'arrive, et je vois à peu près 1000 personnes, et là je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, et d'un seul coup, tous les trains qui étaient affichés disparaissent. Et l'annonce est assez, comment dirais-je, décalée. Il y a un problème de signalisation. Et vous vous dites, on voit votre tweet, que se passe-t-il? Mais maintenant, je pose la question aux responsables Alors, politiques. je suis fait alpaguer, parce que à vous, monsieur le ministre, vous allez pouvoir résoudre le problème. Je dis, écoutez, là, franchement, non. Je vous pose la question presque. Je sais que vous ne pourrez pas résoudre le problème, mais vous avez rappelé votre parcours. Vous avez été aux responsabilités depuis de nombreuses années. L'État actionnaire de la SNCF, est-ce qu'il n'est pas, pardonnez-moi du mot, en train de... Il s'en fiche un peu de ce qui se passe quand même. On commande des rapports chaque année, etc. Où vont ces rapports sur ce qui ne va pas? Non, mais là, alors, on n'est pas... En plus, il y a souvent des débats sur la SNCF qui disent, en gros, on a un réseau ferroviaire qui est dégradé, donc on n'a pas assez investi. Les choix qui ont été faits sur le TGV qui ont été aussi impliqués et impliquants pour la SNCF. Alors, c'est souvent des choix d'élus, d'aménagement du territoire. Il ne faut pas oublier tout ça. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit de ce qu'on appelle un bug informatique. Donc, c'est une responsabilité hors les grands enjeux de gestion. Enfin, il y a eu un bug dans l'information aussi. Hein. Et après, mais là, je le dis, on l'avait déjà constaté et on l'avait dit et un peu corrigé, mais quand j'ai vu panne de signalétique ou de signalisation, vous avez plus un train, et puis qu'on vous annonce après, la panne de signalisation va durer, puis après c'est le prochain train, les prochains trains partiront probablement vers 1h du matin. Alors là, les gens se disent, mais on est où ?
Les gens se disent que Et là, fait il y a un l'État problème, actionnaire aussi. Il y a un problème. Et il y a l'État actionnaire, l'État responsable, doit, alors ça a été fait ce matin, mais enfin faut-il que derrière, il y ait quand même des conséquences qui soient tirées et qu'il y ait des conclusions claires qui soient tirées de ce qui s'est passé. C'est pas possible. Les questions des voix de l'info. Alors oui, sur le sujet qu'on vient d'aborder, qui est celui de la SNCF, est-ce qu'à la fin des fins, l'État actionnaire devrait surtout laisser son autonomie de gestion à la SNCF, que celle-ci soit une société comme une autre, et que, effectivement, devant des problèmes informatifs comme celui-là, on ne soit pas obligé d'en revenir au ministère des Transports. J'ai bien compris. Il faut regarder ce qui s'est passé ailleurs. Oui. Bon, quand on regarde en Grande-Bretagne ce qui a été la libéralisation du train, ils sont revenus. Ils en sont revenus. Pourquoi ? Parce que le train et un opérateur du ferroviaire gère à la fois ce qui roule et aussi les rails. Quand vous avez la voiture, vous gérez la voiture, mais vous ne gérez pas les routes. Donc là, il y a une question posée qui fait que, économiquement, puisque je voyais à peu près où vous en voulez en dire, on a besoin plutôt d'avoir des monopoles pour gérer l'ensemble de la question, à la fois le réseau et les matériels roulants. Pour conclure, Stéphane Fon, il y a une phrase rapportée d'Emmanuel Macron devant les députés de la majorité. Rapportée. Finalement, démentie par son entourage, il aurait parlé de l'audiovisuel public comme, je cite, de la honte de la République. Il ne peut pas penser cela. Vous l'excluez. Il n'a pas de raison de penser cela. Non, mais là, c'est très difficile de répondre parce que c'est rapporté. Oui, donc si il c'est n'a rapporté, pas... je ne vais pas faire de commentaires sur quelque chose qui serait mais rapporté. Ma question est plus précise. Il n'a pas de raison de penser cela. Est-ce qu'on doit dire ça ? Non. Mais après, est-ce qu'il l'a dit ? Je ne peux pas répondre. Mais de dire que l'audiovisuel public a des problèmes, qu'il faut corriger un certain nombre de choses, qu'il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas, ça fait partie aussi de la responsabilité, puisque c'est l'audiovisuel public. De dire que c'est la honte de la République, si c'est vrai que là, on est passé sur un autre jugement. C'est carrément un jugement qui ne laisse aucune place à rien et considère que l'ensemble de l'audiovisuel public est bon, si j'ai bien compris, à jeter. Ça, c'est un peu... comment dirais-je, assez inacceptable et incompréhensible de dire ça. Bon. Mais comme on ne sait pas s'il l'a dit... Vous ne commentez pas, mais vous commentez quand même. Eh bien, je commente, parce qu'on m'a posé la question. Finalement, est-ce que c'est pas le Parti Socialiste qui est juste un commentateur, finalement, de Le Parti Socialiste, pour l'instant, c'est vrai qu'il ne va pas être il a répondu à une question. Ça, j'ai parfaitement conscience qu'aujourd'hui, on va être dans l'opposition, on va faire des commentaires. Et ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est des commentaires. C'est pas simplement de la politique politicienne, c'est que quand on prend une position... Et je voyais Édouard Philippe sur Nouméa et la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce que fait aujourd'hui Édouard Philippe ? Que c'est dans le droit fil de ce qui a été engagé et que c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc moi, je ne serais pas dans cette espèce d'opposition bête aussi. Et politiquement bête, mais quand je ne suis pas d'accord, si je prends la question de la fiscalité, ça je le dis. Merci Stéphane Fon d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, merci pour les voix de l'info. Restez avec nous, l'information se poursuit sur CNews.